Il y a un lobby bancaire qui est très très puissant dans notre pays et qui bloque tout. Donc c'est la France qui bloque cette taxe au niveau européen sur les transactions financières. Donc ça c'est un document qui a été transmis aux différents ministres des Finances. C'était pas censé sortir, voilà, c'est un document qui était envoyé. C'est un document qui est confidentiel. Tout à fait, qui était confidentiel. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'émission économique de Blast. Aujourd'hui, on va parler politique européenne et taxes sur les transactions financières. Pour en discuter, nous accueillons Pierre Larouturou. Pierre, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes député européen, vous êtes spécialisé dans les questions d'économie, vous êtes passé par le Parti socialiste avant d'aller chez les Verts et puis fonder votre propre parti, Nouvelle Donne, en 2013. À la base, vous étiez ingénieur agronome, vous êtes passé par Sciences Po et vous vous êtes fait particulièrement remarquer en novembre dernier parce que vous vous êtes lancé dans une grève de la faim qui a duré 18 jours. Vous dites avoir perdu 11 kilos et tout ça, c'était pour essayer d'obtenir un renforcement du budget de l'Union européenne en faveur du climat et de la santé. Vous avez aujourd'hui un objectif, c'est d'établir une taxe sur les transactions financières définie dans une proposition de la Commission européenne qui rapporterait jusqu'à 57 milliards d'euros par an. Est-ce que vous pourriez nous expliquer rapidement qu'est-ce que c'est que cette taxe sur la transaction financière ? Nos dirigeants. Oui. L'idée de taxer la spéculation, c'est très simple. C'est une idée de justice fiscale, une idée très... Quand vous et moi on fait des courses, quand vous avez acheté ce téléphone, vous avez payé une TVA à 20%. 20%. Même les plus pauvres, pour manger, ils payent une TVA à 5,5%. Mais par contre, sur les marchés financiers aujourd'hui, c'est 0,0%. La taxe est à 0,0 sur quasiment tous les marchés financiers. C'est quelque chose de scandaleux, surtout que les marchés financiers n'ont jamais été aussi élevés. L'économie réelle va très mal. Dans les hôpitaux, on se demande comment ils arrivent à tenir, ceux et celles qui sont dans les hôpitaux. Mais les marchés financiers, je ne sais pas si on peut voir ce graphique, c'est les marchés financiers aux États-Unis, mais c'est pareil un peu dans toute la planète. La dernière fois que ça avait pété, en 2007, juste avant le krach, les marchés financiers étaient montés à 14 000 points. 14 000. Il y a 3 semaines, on a montré ce document au pape François, ils étaient à 32 700 et hier, ils étaient à plus de 33 000. Qu'est-ce que ça veut dire, 33 000 points c'est que sur le marché financier ? Il n'y a jamais eu autant d'argent qui va sur les marchés financiers quand la Banque centrale européenne, depuis un an, a fait des choses utiles pour éviter une récession, pour aider les PME. Même les pays du Sud se financent à 0,1%. Donc, il y a quelques années, quand la Grèce était étouffée, je fais partie des gens qui étaient très sévères avec la Banque centrale européenne qui ne faisait rien pour aider la Grèce. Aujourd'hui, heureusement, la Banque centrale a fait des choses pour aider les entreprises, pour aider les États. Mais quand même, l'an dernier, le 18 juin, la Banque centrale européenne, en un jour, a mis 1308 milliards. Elle a donné 1308 milliards aux banques à taux négatif, sans aucun contrôle. Mais c'est du vrai argent qu'on donne aux banques. Et le bilan qu'on a fait avec des économistes depuis 5 ans de tout le quantitative easing, de tout l'argent qui a été créé, c'est qu'il y en a peut-être 11% à peu près qui va dans l'économie réelle, 11%, et l'essentiel qui part sur les marchés financiers. Parce que voilà. D'accord, comment ça ? Comment il part sur les marchés financiers ? C'est que les banques et d'autres investisseurs achètent des actions. On achète des actions Danone et le prix de Danone augmente. On achète des actions de Google et le prix de Google ou de Apple, et Apple, le cours augmente. Donc les transactions financières, pour qu'on soit bien clair pour notre audience, c'est l'achat d'actions, par exemple. Achat d'actions, achat d'obligations, achat de produits dérivés. On a inventé. Autrefois, les marchés financiers, c'était essentiellement des actions. Mon grand-père me montrait, il avait des actions d'une compagnie des eaux, et c'était encore un papier, comme mon grand-père me le montrait il y a 50 ans, et il coupait chaque année un coupon, et il avait droit à ses dividendes. Et à l'époque, les marchés financiers, il n'y avait quasiment pas de spéculation, et c'était pour financer l'économie réelle. Donc il y a 50 ans, les marchés financiers étaient globalement au service de l'économie réelle. Quand les actionnaires se plantaient, ils se plantaient, et quand ça marchait, ils avaient les dividendes. C'était quelque chose qui était équilibré. Mais maintenant, toutes les études montrent que c'est plutôt une pompe aspirante, que ça ne finance pas l'économie réelle. La plupart des entreprises se financent auprès des banques ou se financent auprès d'investisseurs locaux, et que par contre, les marchés financiers sont un énorme aspirateur qui prend de l'argent dans l'économie réelle et qui le donne aux 1% les plus riches ou aux 2% les plus riches, ceux qui ont beaucoup d'actions. Et donc, vous, ce que vous voulez faire, c'est taxer... Voilà, c'est que tous ceux qui achèteront des... Je le répète, chacun de nous, quand il fait des courses, le taux normal de TVA en France, c'est 20%, mais le taux réduit, parce qu'on se dit quand même qu'il faut que les pauvres puissent manger, c'est 5,5%. Mais tout le monde paye au moins, dans tous les pays d'Europe, au moins 5,5% dès qu'il achète quelque chose. Et aujourd'hui, sur les marchés financiers, c'est 0,0%. Donc, il y a des gens qui se battent, par exemple, le mouvement ATTAC a été créé, l'association ATTAC a été créée là-dessus,
pour taxer la spéculation. En fait, l'idée est vieille. Déjà, Keynes, en 1936 ou 1939, Keynes disait qu'il faudrait taxer un peu la spéculation. Tobin, autrefois on appelait ça la taxe Tobin, James Tobin, qui a été prix Nobel d'économie, lui disait que c'était pour calmer la spéculation sur les monnaies. Quand il y avait des gens qui spéculaient contre le franc ou qui spéculaient contre le dollar, que si on leur demandait à chaque fois qu'ils achètent une monnaie de payer 0,1%, il disait c'est comme si on mettait du grain de sable dans une machine qui va trop vite. Voilà. Donc l'idée de Tobin, c'était pour calmer la spéculation uniquement sur les marchés monétaires. L'association Attac l'a repris, mon ami Suzanne Georges et d'autres, et ils ont dit on ne va pas seulement taxer les mouvements monétaires, mais aussi ceux qui achètent des actions ou des obligations ou des produits dérivés. Et donc ils ont mené un combat avec plein d'autres gens, et en 2010, après la crise financière de 2008, beaucoup de gens étaient dans la rue en disant on a donné des milliers ou des centaines de milliards aux banques. Il n'y a toujours aucune taxe sur la spéculation. On a poussé, beaucoup de gens ont poussé plein de mouvements. Et en 2011, la Commission européenne a dû lâcher du lest. La Commission présidée par M. Barroso. Barroso, depuis, il est parti chez Goldman Sachs, qui est quand même une honte en matière de démocratie. Voilà, l'ancien président de la Commission qui va... Voilà. Mais c'est pour vous dire que ce n'est pas l'extrême gauche avec le couteau entre les dents. Voilà, même Barroso disait que oui, on peut demander un petit effort à 0,1% sur les actions et 0,01% sur les produits dérivés. Donc on a réussi à faire voter par 70% des députés, ça c'est le résumé, on demande de créer 5 nouvelles ressources pour financer les politiques de santé et les politiques de climat. On y reviendra un petit peu plus tard. Il y a la taxe plastique, c'est pour dire qu'on n'est pas des monomaniaques, il n'y a pas que la taxe sur la spéculation. Il faudrait mettre une taxe carbone aux frontières, on peut taxer le plastique non recyclé, on peut taxer les entreprises du digital, mais celle qui rapporte le plus, la taxe carbone aux frontières, elle peut rapporter 3 milliards par an, tandis que là, on aurait presque 60 milliards par an. Une petite taxe sur la spéculation rapporterait 60 milliards par an. C'est possible. L'autre jour, j'ai montré à la ministre allemande les 1500 pages d'études d'impact. Ça fait 9 ans qu'on en parle, donc on a étudié tous les scénarios pour éviter les fuites. Et malgré ça, le lobby bancaire n'en veut pas. Et c'est la France, hélas, aussi bien François Hollande que Emmanuel Macron, hélas, il y a une continuité qui bloque la négociation. Et alors pourtant, cette taxe que vous défendez, elle est donc, vous l'avez mentionné, proposée depuis 2011. Comment ça se fait qu'elle ne soit toujours pas en vigueur aujourd'hui ? Mais il y a un lobby bancaire qui est très très puissant dans notre pays et qui bloque tout. Donc c'est la France qui bloque cette taxe au niveau européen sur les transactions financières. Le Parlement a fait du bruit, peut-être que mon action comme rapporteur du budget, ma grève de la faim a mis un zoom là-dessus. Et donc on a obtenu, juste avant Noël, là en décembre, il y a quelques mois, que la Commission européenne, a fait un papier pour dire « le Parlement a raison ». On n'est pas obligé d'avoir l'unanimité, on n'est pas obligé d'avoir les 27 pays qui sont d'accord. C'est très important ça parce que beaucoup de gens, y compris parmi celles qui nous regardent, se disent de toute façon l'Europe c'est foutu, on n'y arrivera pas, il faut l'unanimité. Et c'est vrai qu'il y a des domaines où il faut l'unanimité et c'est monstrueux. Mais la Commission européenne a bien dit que pour taxer la spéculation, on n'a pas besoin de l'unanimité et qu'on peut faire une coopération renforcée. C'est le mot technique pour dire un groupe de quelques pays qui avancent. Et la Commission a redit, même s'il n'y a que 9 pays ou 10 pays, on peut y avancer et taxer la spéculation. Donc le fait qu'il y ait quelques pays qui bloquent, on s'en fiche. Mais par contre, si c'est un des pays les plus importants comme la France ou l'Allemagne qui bloquent, ça c'est gênant. Mais quand vous dites que la France bloque, Comment ça ? Comment vous pouvez savoir que la France bloque J'ai ici, je ne sais pas si on transactions peut faire un zoom, c'est le ministre autrichien des Finances, qui il y a un an, un certain Gernot Blümel, qui dit l'Autriche veut relancer la négociation. Donc ça, c'est un document qui a été transmis aux différents ministres des Finances. C'était pas censé sortir, voilà, c'est un document qui était envoyé... C'est un document qui est confidentiel, tout à fait, finalement. qui était confidentiel. Et puis, aux fonctionnaires, on a marre. Partout, il y a des gens bien et puis des gens qui ont plus le moral ou des cyniques. Mais il y a un fonctionnaire qui en avait marre de voir le double discours de la France et de quelques autres pays, qui est venu me voir de prendre un café près de chez moi à Bruxelles. Il ne voulait même pas me l'envoyer par email pour être sûr de ne pas pouvoir être tracé. Et qui m'a donné ce courrier en disant, écoutez, voilà, vous avez la preuve que c'est effectivement la France, c'est la vision française qui bloque les choses. Et c'est le ministre autrichien des Finances qui le dit, et là encore une fois, c'est la droite autrichienne, c'est la droite classique. Il y est écrit effectivement que la France a un rôle qui déplaît en tout cas au ministre des Finances. Il est clairement, ce qui est souligné, c'est que l'Autriche veut relancer la négociation à partir du document proposé en 2011 par la Commission, il dit clairement, original, qui taxe tous les volumes financiers sur les marchés, que la vision française fait que 99%, le chiffrier,
99% des volumes ne seraient pas taxés. Et le dernier paragraphe, il dit clairement que si c'est la vision française qui l'emporte, l'Autriche se retire de la salle des négociations. Donc ça, c'était il y a un an. Avec le virus et l'opposition française, la négociation a été mise au frigo. Alors quand on parle d'opposition française, de qui on parle? On parle du ministre, on parle du président, on parle des députés européens? Non, les députés européens sont schizophrènes. Les députés européens proches de Macron sont schizophrènes parce qu'au Parlement européen, ils ont voté, ils ne m'ont pas aidé au début, mais ils ont voté ce texte. Et maintenant, même Pascal Canfin a eu le culot de donner des leçons aux Belges. L'autre jour, Pascal Canfin, qui est un député européen élu sur la liste d'Emmanuel Macron, a expliqué que c'est la Belgique qui bloquait, alors que lui était d'accord pour une taxe, qu'à titre personnel, il était d'accord pour une taxe sur les transactions financières très ambitieuse. Voilà. Le problème, c'est qu'il a été démenti par les faits 2 semaines plus tard. La Belgique a dit très clairement, quand la négociation a repris le 24 février, le nouveau gouvernement belge, où il y a les socialistes et les écolos, l'ensemble du gouvernement belge a dit « Nous sommes d'accord pour une vraie taxe sur la spéculation, en tout cas plus ambitieuse que la taxe française », et c'est la France qui a bloqué. Voilà. Mais qui dans la c'est Bruno France? Le Maire, concrètement, c'est le représentant. C'est tout à fait, c'est Bruno Le Maire. Il y a d'autres ministres qui, depuis un an, me disent qu'ils vont faire bouger Bruno Le Maire et Emmanuel Macron, mais objectivement, là, on est au mois d'avril, c'est toujours Bruno Le Maire et Emmanuel Macron qui bloquent la négociation. Parce que Bruno Le Maire est le ministre d'Emmanuel Macron, du gouvernement. Tout à fait, mais on sait très bien, le système est assez pyramidal, ça ne vous a pas échappé, cher Salomé, et donc si Emmanuel Macron disait on arrête les bêtises, et c'est normal de taxer un peu la spéculation, et du coup, on aura de l'argent pour la loi climat, pour isoler les maisons, pour faire des transports en commun, on aura de l'argent pour les hôpitaux, parce qu'il y a... Si le Parlement européen se bat pour avoir des nouvelles ressources, c'est qu'on a besoin d'argent pour éviter une récession, pour rembourser le plan de relance et pour avoir une action plus forte, pour avoir plus d'argent pour les hôpitaux, pour la recherche, pour le climat. Et donc, on a entendu les Gilets jaunes, on a entendu le message des Gilets jaunes. Dans toute l'Europe, on a compris que les gens qui gagnent 1 000 euros par mois ou 2 000, ils n'ont pas envie de payer l'addition, et ça se comprend. Et quand Bruno Le Maire dit que pour rembourser le plan de relance, vous savez qu'il y a un plan de relance là en France de en gros 100 milliards, dont 40 milliards qui arrivent de l'Europe et qui devront être remboursés. Certains disent que c'est des dons. Non, la France devra rembourser 70 milliards. On en parlera dans de prochains numéros. Tout à fait, mais c'est juste pour dire que c'est une vraie question. Quand Bruno Le Maire, pardon, je suis trop long, mais Bruno Le Maire dit que la priorité, encore le jour à la une du Parisien et puis sur France Inter, il a dit très clairement que sa priorité pour rembourser le plan de relance, c'est une réforme des retraites. Et quand Bruno Le Maire parle de réforme des retraites, on sait ce que ça veut dire. Donc c'est une question très claire à poser. Un retraité ou une retraitée en France gagne 1 400 euros par mois en moyenne, 1 400. Un trader chez BNP est à 24 000 par mois, sans les bonus. Donc qui c'est qui doit payer le plan de relance? Qui c'est qui doit être mis à contribution? Est-ce que c'est les retraités qui sont à 1 400 euros par mois, ou est-ce qu'on peut demander un effort aux traders qui sont à 24 000 par mois sans les bonus? Vous affirmez que la France bloque donc cette négociation sur la taxe sur la transaction financière. Pourquoi ? Mais parce que la France est le porte-parole du lobby bancaire. Et là, c'était déjà vrai sous François Hollande. Avant Noël, c'était l'Allemagne qui présidait. Vous savez, l'Europe, c'est bizarre. Tous les 6 mois, il y a un nouveau pays qui préside. Et avant jusqu'au 31 décembre, c'était l'Allemagne qui présidait l'Union européenne. Et donc, comme rapporteur du budget, j'étais en dialogue avec le ministre qui représentait Angela Merkel, celui qui venait physiquement à beaucoup de réunions à Bruxelles. Et je lui ai dit une fois, mais Michael, il y a un an, on était en débat à Berlin, tu étais d'accord pour dire que la taxe plastique, c'était bien, mais ça ne suffira pas. Tu étais d'accord devant plein de monde au siège des socialistes allemands, tu étais d'accord pour dire qu'il fallait taxer la spéculation. Pourquoi on n'en fait pas une priorité? Pourquoi est-ce que vous ne tapez pas du poing sur la table maintenant? Et il m'a fait une petite blague devant 140 députés en disant, Pierre, tu sais que tes amis français nous ont jamais aidés, déjà Michel Sapin et François Hollande. Voilà. Dans cette bataille qui s'engage, je vais vous dire qui est mon adversaire, mon véritable adversaire. Il n'a pas de nom, pas de visage, pas de parti. Il ne présentera jamais sa candidature. Il ne sera donc pas élu. Et pourtant, il gouverne. Cet adversaire, c'est le monde de la finance. François Hollande, comme président de la République, aurait pu, au niveau français, faire la séparation des banques. Il avait promis et il ne l'a pas fait. Et Michel Sapin, le ministre de François Hollande, quand il allait dans les négociations européennes, c'est le ministre allemand chargé du dossier, le ministre des Affaires européennes, Michel Roth, qui dit devant 140 députés, tu sais bien que tes amis ne nous ont pas aidés, Michel Sapin et François Hollande ne nous ont pas aidés. Et là, c'est Bruno Le Maire,
Michel Sapin et François Hollande ne sont plus là, mais aujourd'hui c'est Bruno Le Maire et Emmanuel Macron qui bloquent la négociation. Donc c'est une politique qui ne date pas d'aujourd'hui, puisque la question se pose depuis 2011 et que les gouvernements successifs... La réponse est oui, mais aujourd'hui c'est encore plus important parce qu'on va vers une récession énorme si on n'est pas capable d'avoir des investissements, et en particulier des investissements pour sauver le climat et la biodiversité. Quand les ministres nous disent au moment du débat sur la loi climat, il n'y a pas d'argent pour isoler les maisons, vous avez suivi ça, les 150 citoyens voulaient une obligation en disant dans 20 ans, toutes les maisons, toutes les universités, toutes les écoles, dans 20 ans, doivent être isolées. Et ça n'est pas possible de le rendre obligatoire s'il n'y a pas des aides. Une vraie isolation, c'est 30 000 ou 40 000 euros. Donc, il faut qu'il y ait des aides pour que chaque famille, et évidemment les plus modestes, mais que chaque famille soit aidée, que chaque village dans mon coin des Pyrénées, s'il faut isoler l'école maternelle, s'il faut isoler la maison de retraite, la salle omnisport, le village n'a pas assez d'argent pour faire ses travaux. Par contre, s'il y a des aides pour chaque famille, chaque PME, chaque village, ça peut créer, rien que dans le bâtiment, 200 000 emplois. Loi climat qui a été détricotée, on l'a vu dans une vidéo de Paloma Moritz que je vous invite à regarder, on vous la met en lien ici. Pardon, effectivement, mais c'est pour dire que si on veut créer une taxe au niveau européen, mon but, quand je me réveille le matin, c'est pas de créer une taxe. Mon but, c'est qu'on ait de l'argent pour vivre, que les hôpitaux, qu'on puisse avoir de l'argent pour des infirmières et des médecins et des chercheurs, qu'on puisse avoir de l'argent pour isoler les maisons, faire des transports en commun, avoir un plan d'aide aux pays du Sud. L'Afrique va se disloquer s'il n'y a pas une aide massive face au dérèglement climatique. Donc, et juste, c'est scandaleux que c'est le même gouvernement qui nous dit en France, il n'y a pas d'argent pour le climat, et c'est le même gouvernement qui bloque au niveau européen, alors que d'autres pays voudraient taxer la spéculation. L'autre jour, j'étais avec le conseiller d'Angela Merkel. On devait déjeuner ensemble avec le virus, ça se finit par 2 réunions Zoom. Et le conseiller d'Angela Merkel me dit « Pierre, c'est pas la peine d'insister, je suis un fan de la taxe sur les transactions financières. » Et il me rappelle que Angela Merkel, en 2014, est allée à Londres pour dire aux Anglais « Shut up, arrêtez votre veto, il faut taxer la spéculation. » Donc Angela Merkel, il y a des moments où je ne suis pas d'accord avec Merkel, mais Merkel est d'accord pour taxer la spéculation. Et en Allemagne, c'est un ministre CSU qui a relancé le débat, pardon Salomé si je suis trop long, c'est un ministre CSU, le ministre du Développement, qui vient de sortir une étude il y a quelques mois faite par l'Institut d'économie internationale de Kiel, et qui dit qu'on aurait 60 milliards, que malgré la crise économique et le virus, on aurait 60 milliards chaque année si on taxait la spéculation. Donc même la droite bavaroise ou la droite autrichienne dit qu'il faut taxer la spéculation, et c'est Bruno Le Maire qui bloque. La question, c'est pourquoi la France, selon vous, serait plus soumise aux pressions du lobby bancaire que l'Allemagne, par exemple ? Mais peut-être que les dirigeants allemands sont moins cyniques, mais ce truc-là me scandalise depuis très longtemps. Je ne vais pas vous raconter ma vie, mais quand j'étais vraiment pas d'accord souvent avec Sarkozy, mais quand Sarkozy, on a su que Nicolas Sarkozy allait prendre la présidence du G20, je me suis dit, s'il y a une chance qu'il reprenne une des idées, à l'époque c'était en effet le collectif Roosevelt, enfin on était avec Stéphane Hessel, avec Michel Rocard, on avait des propositions à faire, c'était avant qu'on crée le collectif, mais en 2010, donc je laisse un message à Henri Guénaud, qui était le conseiller spécial de Sarkozy, et je lui fais comprendre que s'il a un moment pour qu'on se voit, voilà. Donc je vais voir Henri Guénaud au premier étage de l'Élysée, et je lui montre comment on n'a réglé aucun problème, je lui montre comment on peut aller vers une crise majeure, ça c'est la dette totale aux États-Unis, où on voit comment, tant qu'on tenait bon sur les principes de justice sociale de Roosevelt, il n'y a eu aucune crise financière pendant 30 ans, et il n'y avait pas besoin de dette, et puis depuis l'arrivée de Ronald Reagan, il faut toujours plus de dette et que ça peut péter n'importe quand. Donc je dis à Henri Guénaud, on n'a réglé aucun problème depuis la crise de 2008, et je fais des propositions en matière de politique de logement, de politique d'emploi, de climat, voilà. Et Henri Guénaud me dit, je suis d'accord avec vous, je suis d'accord avec vous. Je dis, mais attendez, le bureau d'à côté, c'est Nicolas Sarkozy, donc pourquoi, si vous me dites que vous êtes d'accord avec mon analyse et mes propositions, pourquoi vous ne faites rien ? Et Henri Guénaud commence à me dire, oui, mais les Allemands ne sont pas d'accord, ou les Américains. Je lui dis, excusez-moi, il y a plein de choses qu'on peut faire en France. La séparation des banques, une vraie politique du logement, une vraie politique d'emploi, on peut la faire en France. Pourquoi est-ce que ça ne bouge pas ? Et là, Henri Guénaud, je m'énerve un peu, me crache le morceau, en disant que celui qui a vraiment l'oreille de Nicolas Sarkozy, et il me dit, il vient tous les 15 jours dîner à l'Élysée, c'est Michel Pebro, le patron de BNP Paribas, qui vient dîner avec le président de la République, et qui lui explique qu'il ne faut rien changer, que les banques françaises vont très bien, qu'il ne faut pas changer de politique. Donc c'est quand même... Et aujourd'hui, est-ce que c'est encore le cas selon vous ? Juste, c'est quand même choquant. On est au premier étage de l'Élysée, dans le grand bureau, juste à côté du bureau du président. Le gars est très bien payé, bureau magnifique, la carte de visite bien épaisse où il y a marqué conseiller spécial du président. Et en fait, il vient de me dire que le vrai conseiller spécial du président de la République, c'est Michel Pebro, le patron du lobby bancaire, le patron de BNP Paribas. Donc c'est quand même absolument scandaleux. Et aujourd'hui, quand on se demande, quand sur la loi climat, le Haut Conseil pour le climat a dit elle est très faible, très insuffisante. Le Conseil national de la transition écologique a dit elle est
quasiment nulle, cette loi. Le CESE a dit voilà. Et la seule explication, c'est que le lobby bancaire ne veut rien changer et que le lobby qui vend de l'énergie veut continuer à vendre de l'énergie, et tant pis pour l'avenir de notre planète. Donc le poids des lobbies... aujourd'hui, Emmanuel Macron est soumis aux mêmes pressions et aux mêmes... Et il les écoute. Le fait qu'il y ait des pressions, on s'en fout. Pardon, le fait que les banques, le fait que le lobby bancaire mette la pression... Il aurait des liens privilégiés avec le lobby bancaire, comme Nicolas Sarkozy à son époque. Ce qui est scandaleux, c'est qu'il les écoute. Le dernier discours, moi je viens d'un mouvement qui s'appelle Nouvelle Donne, en référence au New Deal de Roosevelt. Quand Roosevelt fait la séparation des banques, les banquiers sont furieux. Quand Roosevelt fait un impôt fédéral sur les bénéfices, parce que quand Roosevelt arrive en 1933, il n'y avait pas un sou dans les caisses, parce que les prédécesseurs avaient le Texas baissé son impôt, puis la Floride baissé son impôt, l'Arkansas baissé son impôt, et les caisses étaient vides. Et en quelques mois, Roosevelt fait un impôt fédéral sur les bénéfices, en disant vous paierez 38% d'impôt partout. Il fait un impôt sur les plus riches. Et les gens sont furieux en disant que les banquiers sont furieux en disant que Roosevelt est un communiste qui va tuer l'Amérique. Mais Roosevelt, il tient bon face au lobby. Il a le peuple avec lui et le peuple comprend que Roosevelt travaille pour le bien commun. Et le lobby bancaire est furieux, mais Roosevelt tient bon, il fait passer les lois qu'il veut et il sera réélu tant qu'il est vivant parce qu'il travaille pour le bien commun. Donc le fait qu'il y ait un lobby bancaire, c'est pas ça qui est choquant. Ce qui est choquant, c'est que Bruno Le Maire et Emmanuel Macron soient à l'écoute et bloquent une négociation européenne. Mais alors vous venez de le préciser, on peut effectivement effectuer cette séparation de la politique et des banques, selon vous, à l'échelle nationale. Alors pour vous, vous êtes député européen, vous êtes rapporteur du budget européen. Pourquoi travailler pour l'Union européenne si vous pensez qu'on peut déjà faire les choses à l'échelle nationale en France? Il y a plein de choses à faire à tous les niveaux. Si vous luttez contre l'échec scolaire, pour les politiques de logement, il y a des choses qu'on peut faire au niveau d'une ville ou d'une région. Il y a des choses qu'on peut faire au niveau national. Effectivement, la séparation des banques, on pourrait la faire déjà au niveau national. Et puis, c'est au niveau européen. Taxer la spéculation, c'est quand même beaucoup plus efficace. Il y a quasiment aucun risque de fuite. S'il n'y avait qu'un pays qui augmentait vraiment sa taxe sur la spéculation, on aurait un risque de fuite. S'il n'y avait qu'un pays, on va peut-être en parler, l'impôt sur les sociétés, c'est quand même choquant. Je fais un zoom quand même là-dessus. On est tombé à 19% en moyenne au niveau européen. Aux États-Unis, avant Trump, on est à 38%. Donc le taux d'impôt sur les sociétés était 2 fois plus faible en Europe. Les États-Unis sont quand même un pays libéral, c'est pas un pays soviétique. Après, si c'est pour aider, par exemple, des petites entreprises, justement, en taxant moins leurs bénéfices, on peut propose défendre ça. Tout à fait. On propose d'abord les entreprises en difficulté. Il faut rappeler que, par définition, une entreprise en difficulté ne fait pas de bénéfices. Donc elle ne serait pas touchée par un impôt européen sur les bénéfices. Et nous, dans ce qu'on propose, on dit qu'une entreprise qui a moins de 20 salariés, ne payerait rien. Et pour les autres, ce serait 5% maximum. 5% maximum, et ça dépendrait de l'évolution du bilan carbone. Donc ça, pour vous, c'est une dimension de l'économie où l'Union européenne seule peut intervenir, parce qu'un pays ne peut pas se... Tout à fait. Il y a plein de choses qu'on peut faire au niveau français, et aussi bien François Hollande qu'Emmanuel Macron, quand on décide de mettre 20 milliards pour le CICE, il y a encore des baisses de cotisations, même la Cour des comptes... Voilà, ça c'est au niveau français qu'on pourrait avoir l'humilité de dire non, ok, on a fait une bêtise, il faut être poli, ces 20 milliards, si on les mettait dans le bâtiment, pour construire des bâtiments, pour isoler des bâtiments, dans les transports en commun, ça créerait beaucoup plus d'emplois et ça donnerait du pouvoir d'achat aux gens. Donc ça, il y a des choses qu'on peut faire au niveau français et qui ne sont pas négligeables quand même. Les 20 milliards du CICE, et maintenant je pense que c'est plus, toutes les baisses des charges qu'on a fait, je mets des gros guillemets, l'effet sur l'emploi est catastrophique, c'est juste l'effet qui va sur les dividendes, sur les bénéfices. Mais alors l'harmonisation fiscale, la taxe sur les transactions financières, l'impôt sur les sociétés, c'est des mesures qui sont en débat depuis des années, voire des décennies dans l'Union européenne, et pourtant on n'arrive pas à les mettre en vigueur. Mais c'est raison de plus. Donc, pour continuer à la pression. Est-ce que l'Union européenne sert encore à quelque chose? Mais là, attendez, ceux qui sont battus pour les droits des femmes, ceux qui sont battus contre l'apartheid, ceux qui ont voulu faire tomber le mur de Berlin, c'est rare qu'on ait une victoire de progrès social ou de justice en 3 semaines. Donc effectivement, ça fait 20 ans que l'association ATTAC a été créée, ça fait 30 ans que James Tobin a proposé la taxe Tobin, mais il y a un moment où il y a peut-être une opportunité, et en plus maintenant, il y a vraiment une opportunité parce que Biden est aux États-Unis et a annoncé qu'il voulait augmenter de 7 points l'impôt sur les sociétés. Je n'ai pas dit que Trump avait fait tomber l'impôt sur les sociétés depuis Roosevelt, n'avait jamais été en dessous aux États-Unis. Alors, on n'est pas censé suivre a priori la politique américaine. Non, mais ce que je veux dire, c'est que quand il y avait Trump qui était là, c'était vraiment le voyou pour être poli, voilà, et donc Macron pouvait dire, attendez, moi je fais mieux que Trump sur le climat, et regardez, Trump, il a baissé l'impôt sur les sociétés, c'est pour ça qu'on est obligé, nous aussi en France, de baisser l'impôt sur les sociétés. Par contre, maintenant que Biden dit, je vais augmenter de 7 points, Biden a dit, je vais augmenter de 7 points l'impôt sur les sociétés aux États-Unis, je réfléchis à taxer la spéculation, et que Janet Yellen, qui est sa bras droit sur les questions
son économie dit il faut un accord mondial pour remonter l'impôt sur les sociétés partout, eh bien Macron et Bruno Le Maire ne paraissent plus les bons gars. J'aimerais revenir un petit peu sur la question de l'utilité de l'Union européenne et plus précisément du Parlement européen, parce qu'on voit grandir le camp des eurosceptiques, notamment en France. Une partie de la population a cette sensation que finalement l'Union européenne est composée de technocrates qui sont déconnectés du peuple, que ce ne sont que des élites qui finalement n'arrivent pas à faire réellement passer des mesures qui seront bénéfiques pour la majorité. Qu'est-ce que vous répondez à cela ? Je réponds qu'il y a des moments où j'ai envie de m'énerver, quand effectivement il y a trop de pouvoir qui est pris par des technocrates ou quand à cause de l'unanimité il n'y a aucune décision politique. Mais je pense qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Je pense qu'il faut plutôt mettre la pression pour... On a gagné une force. En faisant la monnaie unique, on a gagné une force. Voilà. Aujourd'hui, la France se finance à moins 0,1%. Même la Grèce ou l'Italie se financent à 0,1%. Il y a 20 ans, on se finançait à 7 ou 8%. Donc le fait d'avoir fait une monnaie aussi puissante nous donne des avantages. Mais la question est maintenant, est-ce qu'on continue, est-ce qu'on fait tourner le Titanic avant qu'ils se prennent la catastrophe ? Parce que là, le virage est libéral actuellement dans les politiques on européennes aujourd'hui. Depuis 40 ans, évidemment, voilà depuis 40 ans. Attendez, j'ai voté non j'ai fait la campagne pour 2005, et si vous retrouvez le débat entre José Bové et Jacques Delors, c'est moi José Bové a montré cette courbe en disant pourquoi il votait non à cause de la concurrence fiscale, c'est moi qui avais donné la courbe à José deux jours avant. Donc en 2005, en 2003, on avait proposé un traité de l'Europe sociale, on avait proposé de dire, en disant, il y a 5 critères financiers dans le traité de Maastricht, pas plus de 3% de déficit, pas plus de... Voilà. On avait rédigé un traité avec 5 critères sociaux et écologiques pour dire qu'il faut que les critères sociaux et écologiques soient aussi contraignants et la même force que les critères financiers. Romano Prodi nous avait reçus, on avait aussi bien José Bové que Jacques Delors qui avait signé, et c'est Giscard qui n'avait pas voulu. Aujourd'hui, on ne va pas refaire l'histoire, le libéralisme nous amène à la catastrophe. Quand je vous montre cette courbe, c'est quand même pour montrer que même si on oublie le climat, une minute, même si on oublie les questions de justice sociale, une minute, même du point de vue bêtement économique, cette courbe, elle montre que le capitalisme va s'autodétruire. Ça, voilà. Beaucoup de gens défendent effectivement cette théorie. Voilà. Pourquoi est-ce que pendant 30 ans, jusqu'à l'arrivée de Ronald Reagan, il n'y avait pas besoin de dette ? Ça, on l'a vu. Parce qu'on tenait bon sur des règles sociales. Parce que Roosevelt avait imposé, avant de faire Bretton Woods, la première chose que fait Roosevelt, c'est Philadelphie. C'est un texte magnifique qui dit que dans chaque pays et dans le commerce mondial, il faut des règles sur le temps de travail, sur le salaire minimum dans chaque pays et dans le commerce mondial. Le Conseil national de la résistance en France disait la même chose. Tous ceux qui avaient connu la crise de 29 pensaient qu'il fallait des règles sociales très contraignantes. Ça marche jusqu'à l'arrivée de Ronald Reagan. On a 30 années sans aucune crise financière et sans avoir besoin de dette. Et puis Ronald Reagan arrive, on fout en l'air toutes ces règles sociales. Dans tous les pays, ce qui va au salaire diminue considérablement. Ça, c'est pour les 15 pays les plus riches de la planète, quelle est la part des salaires dans le PIB. Et ce sont des sommes colossales qui auraient dû aller aux salariés, aux caisses de sécu et à l'État, et qui vont partir vers les marchés financiers. Ce qu'on ne donne pas aux gens par le salaire, on leur donne par la dette privée, en disant aux gens, tu n'as pas eu d'augmentation, mais tu peux quand même acheter une voiture, et on baisse les impôts sur les plus riches, qui fait la dette publique. Donc il y a eu un tournant. Cette courbe, elle montre qu'on peut avoir une catastrophe, que quand ceux qui pensent qu'il suffit d'éteindre l'incendie du virus et qu'après ça, on va retrouver une économie qui marchera, n'avaient rien compris, on peut avoir n'importe quelle crise économique, mais ça montre que le politique peut être efficace. Ce qu'a fait Roosevelt, ça a marché pendant 30 ans. Reagan et Thatcher, hélas, en quelques années, ont changé complètement les équilibres économiques. Donc, est-ce que nous, on est capable, dans les mois et les années qui viennent, au niveau européen et au niveau français, de mettre fin à ces 40 ans de néolibéralisme qui nous amènent à un suicide de l'humanité, un système économique qui fout en l'air la planète, qui fout en l'air la cohésion sociale et qui, même du point de vue bêtement économique, a besoin de toujours plus de dettes pour se nourrir, ce système peut s'effondrer complètement. Donc, c'est pour Mais la question, c'est celle de la stratégie pour mettre fin à cette catastrophe néolibérale. Est-ce que l'Union européenne, qui a été vraiment un acteur majeur de cette expansion de la politique néolibérale, peut aujourd'hui devenir l'Europe sociale qu'on nous avait promise ? Écoutez, nous, on se bat. Le Parlement européen n'est pas le lieu où il y a le plus de pouvoir, mais on se bat avec d'autres députés, aussi bien français et on se bat, y compris avec Manon Aubry l'autre jour, qui n'est pas dans le même groupe que moi, qui est une élue proche de Mélenchon, avait lancé une campagne pour obliger les grandes entreprises à être responsables, et on a évidemment soutenu. Donc, certains aussi voudraient que la gauche, certains rêvent à droite que la gauche soit complètement divisée, certains disent que la gauche ne peut pas se rassembler parce qu'il y a une fracture sur les questions européennes, c'est du pipeau. On travaille main dans la main avec Manon Aubry, qui est une amie de Mélenchon, avec Yannick Jadot et avec David Cormand, qui sont des écolos, on travaille la main dans la main sur plein de sujets. Donc, il n'y a pas de fracture. Moi, j'ai
j'étais parmi ceux qui avaient fait la campagne pour voter non en 2005, mais y compris des gens qui avaient voté oui en 2005, comprennent que cette Europe nous amène à la catastrophe, qu'il faut une Europe plus démocratique, plus sociale, avec plus de fiscalité. Et vous voulez dire que la gauche, au niveau européen, est capable de s'unir? La réponse est oui, on ne vote pas toujours sur les mêmes textes, mais sur des... Là, Manon Aubry nous a remerciés pour ce qu'on l'a aidé, et on a remercié Manon Aubry d'avoir lancé cette initiative sur l'initiative qui commande. Et quand je propose un budget en taxant la spéculation, les amis de Mélenchon votent pour cette proposition. Donc il y a des sujets sur lesquels on n'est pas d'accord, mais sur les grandes questions, est-ce qu'on laisse la spéculation continuer ou est-ce qu'on limite la spéculation et qu'on taxe ce qu'on ne peut pas empêcher? Est-ce qu'on fait la séparation des banques? Est-ce qu'on fait un impôt sur les milliardaires? Pour le moment, je vous ai parlé que de ce que j'ai mis dans les rapports du Parlement, quand je peux dire, 70% des députés sont d'accord. Mais il faut continuer le combat. Quand j'ai fait ma grève de la faim, parmi les gens qui sont venus me soutenir, il y avait Gabriel Zucman. Et Gabriel, avec Thomas Piketty, propose un impôt sur les milliardaires en disant le nombre de milliardaires a triplé en 10 ans. Je ne vous parle pas des gens qui ont mis 200 000 euros d'économie. Le nombre de milliardaires a triplé en 10 ans et une petite taxe sur les milliardaires et les multimillionnaires rapporterait 100 ou 150 milliards chaque année. Donc pour le moment, on n'a pas gagné, mais on l'a fait rentrer dans le débat au sein du Parlement et on va continuer. Sur la Banque Centrale Européenne, je l'ai dit tout à l'heure, quand la Banque Centrale a fait des choses très bien depuis un an, évitons les critiques caricaturales, mais par contre, c'est scandaleux quand la Banque Centrale donne aux banques 1300 milliards en une journée, 1300 milliards de taux négatifs, ça alimente la spéculation. Donc, pardon si je suis trop long, on a introduit l'idée que sans changer les traités européens, tout l'argent qui est créé par la Banque centrale pourrait aller dans une banque du climat qui irait pour financer les transports en commun, l'agriculture ou les énergies renouvelables. Et c'est possible sans changer les traités. On a bossé, il y a plein de gens qui nous aident de façon informelle. Tous les banquiers ne sont pas des voyous. Il y a des gens de la Banque centrale qui nous aident comme citoyens. Il y a des gens de la Banque européenne d'investissement qui nous aident. Et donc, comme député, avec d'autres députés, j'ai déposé des amendements pour dire certes, la Banque centrale européenne ne peut pas être actionnaire de la Banque du climat, mais par contre, elle pourrait apporter des quasi-fonds propres, des quasi-equity. Et si la Banque centrale met 100 milliards, si la Banque centrale européenne met 100 milliards de quasi-equity, de quasi-fonds propres dans la Banque du climat, c'est équivalent à 50 milliards de vrais fonds propres et ça permet 300 milliards de prêts. Je ne veux pas être trop... Voilà. Et ça, personne ne me contredit. Mais vous affirmez quand même qu'il est possible d'obtenir un changement rapide dans le cadre des traités et des institutions actuelles. Et donc de manière finalement traditionnelle, en suivant le mode de fonctionnement actuel des différentes institutions. Je ne dis pas que je suis... Pardon, de l'Union si j'ai dû faire européenne. grève de la faim, si j'ai dû faire grève de la faim... C'est justement là que je veux en venir. Je C'est que si vous défendez finalement une vision plutôt modérée, c'est-à-dire de ne pas sortir des traités, de ne pas réformer les traités tout de suite en tout cas. Et pourtant, vous avez un mode opératoire politique qui a été de sortir justement de l'action politique traditionnelle européenne, puisque vous avez fait quelque chose qui ne se fait pas du tout au Parlement européen, qui n'est pas du tout dans la culture du Parlement européen, c'est de se lancer dans une grève de la faim. Pourquoi ? Mais parce que je pense, j'en ai marre que les lobbies bancaires, c'est comme les vampires, ils ont peur de la lumière. Si la négociation... Personne ne savait qu'il y avait une négociation en cours sur la taxe sur les transactions financières. Donc c'est pas assez couvert par les médias, par exemple? La réponse est oui. Les questions européennes sont souvent très techno, et y compris peut-être que nous, on parle trop techno, et peut-être encore moi aujourd'hui, on parle trop techno. Le jargon peut dire qu'il faut une coopération renforcée. Voilà, et quand la négociation est laissée à des gens qui savent depuis 20 ans, de toute façon, ils en ont marre, ça fait 20 ans qu'on n'en parle, rien n'avance, et c'est des gens qui sont gris et qui croient qu'il faut l'unanimité, ils arrivent en salle de réunion, ils ont le moral à zéro, ils en repartent avec le moral négatif, et de toute façon, ils n'espèrent rien. Voilà. Donc je pense qu'il faut une grosse poussée des citoyens. Dans mon bureau au Parlement, j'ai une photo du mur de Berlin qui est tombé. Si on avait attendu que les chefs décident du mur de Berlin, il serait encore là. C'est des citoyens comme vous et moi. Il y a un très beau texte de Václav Havel. Václav Havel, il n'a jamais fait de politique. Son truc, c'était de faire du théâtre, boire un coup avec les copains, se promener avec Olga, son amoureuse. Et puis un jour, il se dit, ce système est insupportable, je vais m'engager. Au début, ils sont 3, ils sont 30, ils sont 3000, et ils ont fait tomber le mur de Berlin sans une goutte de sang. Et derrière, les grands chefs ont géré les conséquences. Helmut Kohl ou Gorbatchev ont géré intelligemment et de façon passive les conséquences, mais ce n'est pas Gorbatchev et Helmut Kohl qui ont décidé de la fin du mur. C'est pareil pour l'apartheid. Donc je crois qu'il faut une pression des citoyens face au lobby bancaire. Encore une fois, quand Nicolas Hulot démissionne, il dit « Macron est gentil avec moi, mais les actions ne sont pas à la hauteur parce qu'il y a un lobby qui ne veut rien bouger. » Mais alors là, pour les gens qui nous regardent aujourd'hui, qui vont peut-être s'indigner de ce que vous affirmez aujourd'hui, notamment sur ce blocage de la France dans le cadre de la taxe sur les transactions financières, que peuvent faire les citoyens à leur échelle Mais là, sur cette question? Dans les 3 mois qui viennent, il faut
sur les réseaux sociaux, mettre une pression. C'est compliqué d'aller dans la rue avec le virus. On avait pensé faire une des très très grosses manifestations à Paris et à Bruxelles là-dessus avant le dernier sommet européen, mais avec le virus, c'est pas possible. Mais les réseaux sociaux, c'est une façon de le faire. Quand on a lancé l'idée de la Banque du Climat avec Jean Jouzel, avec tout le monde rigolait, et puis on a fait une vidéo où je parlais un peu plus lentement et on a fait 5 500 000 vues. Et quand il y a eu 5 500 000 vues pour la petite vidéo sur la Banque du Climat, Emmanuel Macron a dit qu'il était d'accord. Voilà. Donc on peut foutre une pression pour dire honte à vous, Bruno Le Maire, Emmanuel Macron, honte à vous. Monsieur Macron avait fait un très beau discours à la Sorbonne pour dire qu'il voulait un grand budget européen. Il avait parlé d'ailleurs à la Sorbonne de taxer la spéculation. Et maintenant, honte à vous, il y a des pays qui bloquaient autrefois et qui ont bougé, comme la Belgique, comme la Pologne. Le Premier ministre polonais, je suis rarement d'accord avec les Polonais, mais le Premier ministre polonais, dans le Financial Times, a dit qu'il était d'accord pour taxer la spéculation. Donc maintenant, le principal coupable du blocage, c'est la France. Et c'est la France d'Emmanuel Macron et de Bruno Le Maire. Il y a plein de députés. Le jour, c'est Jean-Louis Bourlange, un député MoDem, qui a posé une question en disant « Je ne comprends pas pourquoi la France ne va pas plus vite pour taxer la spéculation ». Donc c'est vraiment la responsabilité des deux. Voilà. Donc on peut faire une pression par les réseaux sociaux, puisque là, il y a une fenêtre dans les 3 mois qui viennent. Et après ça, je pense qu'il faut que la gauche se rassemble et que l'une ou l'un d'entre nous soit à l'Élysée en mai prochain. Et ça changerait tout. Si on avait une gauche qui se rassemble et qui a un projet, ça changerait tout pour l'éducation, pour l'emploi, pour les politiques sociales, mais aussi au niveau européen. En mai prochain, ce sera la France qui aura la présidence de l'Europe. Si c'est l'une de nous ou l'un de nous qui est à l'Élysée l'année prochaine ou qui est ministre des Finances et qui dit la France est d'accord pour taxer la spéculation, on peut avoir un accord en juin de l'année prochaine. On aura perdu un an, et c'est quand même dommage, mais on pourra avoir un accord si c'est la France qui bloque. Qu'est-ce qui se joue aujourd'hui pour les Français qui nous regardent? Qu'est-ce que ça pourrait changer dans leur quotidien aujourd'hui si on arrivait à financer autrement les mesures, notamment. L'autre jour, j'étais à Grenoble, j'ai vu un monsieur qui vit dans un HLM depuis 15 ans et qui m'a dit, ça y est, depuis 3 ans, les 3 HLM ont été isolés. Il m'a dit, c'est beaucoup plus confortable pour la famille, j'ai moins chaud l'été, j'ai moins froid l'hiver. Et il m'a dit, je gagne 800 € chaque année sur mes dépenses de chauffage. C'est pas un député, c'est pas une journaliste qui dit ça, c'est un monsieur de la vraie vie, un monsieur qui vit dans un HLM, qui dit c'est beaucoup plus agréable, d'abord, première chose, c'est bon pour la santé des enfants. La Fondation Abbé Pierre vous dit que les problèmes d'humidité, de froid en hiver... Donc isoler les 800 bâtiments. C'est tout con, mais d'abord, ça crée de l'emploi dans le bâtiment, c'est un emploi correctement payé, non délocalisable, c'est bon pour la planète. Et je rappelle quand même que l'été dernier, il y a eu 70 départements en France où il n'y avait plus assez d'eau pour les paysans. On a dû arrêter des centrales nucléaires parce qu'il n'y avait plus assez d'eau pour les refroidir. Donc il faut être aveugle pour ne pas comprendre le problème climatique. Et 1000 morts en Afrique avec le cyclone Idai. Donc, pour ne pas comprendre la gravité du problème climatique, il faut être aveugle. Mais en termes égoïstes, ce monsieur dit, voilà, on a fait l'isolation, ça a créé du boulot, ça a donné du boulot à des chômeurs, c'est très bien, c'est bon pour le climat, mais moi, de façon égoïste, c'est plus confortable et je gagne 800 € chaque année sur mes dépenses de chauffage. C'est de l'argent qui partait dans les caisses de Poutine. Si ce monsieur était chauffé au gaz jusqu'à maintenant, c'est de l'argent qu'on donnait à Poutine à qui on achète du gaz. Et au lieu de donner de l'argent à Poutine et au lieu de foutre en l'air la planète, ce monsieur vit mieux et a 800 € pour sa famille. Oui, et donc la question est de savoir qui finance ça, la question est juste de savoir qui finance ça, parce que la mairie ou l'agglomération de Grenoble voudrait en faire plus, mais ils n'ont pas assez d'argent. C'est pour ça que le président de l'agglo disait, j'espère, Pierre, que tu vas obtenir des financements européens, parce qu'on pourrait multiplier par 10 le nombre d'isolation. Oui, donc vous croyez, on le voit vraiment à la force de frappe de l'Union européenne aujourd'hui, et parmi les mesures que vous défendez, il y a la réduction du temps de travail, en passant d'une semaine de 5 jours de travail à 4 jours de travail. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de cette mesure qui vous tient à cœur? C'est une question qui est fondamentale et qui revient dans plusieurs pays d'Europe. Là, en Espagne, ils viennent de mettre plusieurs dizaines de millions pour expérimenter la semaine de 4 jours. Les syndicats belges et syndicats allemands relancent le débat sur la semaine de 4 jours et là, ils veulent négocier. Il faut d'abord comprendre, pour arriver à la semaine de 4 jours, la gravité du problème du chômage. Je pense que beaucoup de nos dirigeants... Dans tous les pays d'Europe. Mais je pense que pour beaucoup de gens, de nos dirigeants, le chômage, c'est un chiffre. Voilà, ça fait 30 ans qu'il y a du chômage. Mitterrand dit on a tout essayé. Voilà. Je pense qu'ils ne comprennent pas la gravité du problème. L'INSERM disait qu'avant la crise de 2008, il y avait 15 000 personnes qui mouraient du chômage chaque année en France. L'INSERM a suivi la population française, enlevé tous les autres facteurs de risque, le cancer, l'obésité, le diabète. Et en tant que tel, avant la crise de 2008 et la flambée du chômage, il y avait 15 000 personnes qui mouraient du chômage chaque année. Et puis il y a tous ceux qui ne meurent pas, mais qui ont une vie au rabais. J'ai une amie à Mulhouse, Isabelle, qui vit avec le RSA et qui me racontait, elle a du pot, elle me dit, moi j'ai mon fils qui m'héberge, mais c'est quand même un peu pénible quand on a 60 ans et qu'on doit dépendre de son fils, voilà, même si le fils est sympa. Et puis elle me disait, tu sais, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui sonne, j'ai la trouille que ce soit l'huissier, parce qu'il y a toujours une facture qui traîne. Donc,
heureusement, la plupart des gens ne meurent pas du chômage ou de la précarité, mais tous ceux dont la vie est foutue en l'air, la première cause d'échec scolaire en France, c'est le chômage et la précarité des parents. Donc le chômage fout tout en l'air. Et c'est aussi les burn-out. Parce que quand il y a autant de chômeurs et de précaires, un ou une salariée garde son job, et même si la pression augmente année après année, on lui demande plus de boulot, c'est compliqué de donner sa démission, s'il y a du harcèlement, s'il y a trop de boulot. Donc en fait, d'un côté, les burn-out qui se multiplient, de l'autre côté, le chômage et la précarité, c'est les deux faces d'une médaille. Voilà. Donc oui, vous expliquez effectivement que le chômage est extrêmement grave, non seulement en France, mais dans quasiment tous les pays européens aujourd'hui. Et donc vous proposez, pour y remédier, une mesure qui est plutôt originale. Originale, mais elle marche déjà dans 400 entreprises. Il y a déjà 400 entreprises en France qui sont passées à la semaine de 15 jours. Et dans 1 minute, j'explique comment c'est possible sans baisser les salaires et sans abîmer l'entreprise. Mais juste, je voudrais quand même enlever une idée. Keynes disait, le plus compliqué, c'est pas de comprendre les idées nouvelles, mais c'est d'enlever les idées anciennes qu'on a tous dans la tête depuis 30 ans. Et je crois qu'il faut qu'on comprenne que la croissance n'est plus la solution. Y compris à gauche, il y a plein de gens encore qui disent, si on évite l'austérité, évidemment, il faut éviter l'austérité. La croissance reviendra. Voilà l'évolution de la croissance en France depuis 50 ans. Vous voyez, décennie par décennie. Je crois qu'il faut être très optimiste pour se dire que la croissance va revenir. Mais certains vont dire oui, mais ça c'est parce qu'en France, on est mal géré, on a un État obèse, vous connaissez tous les... Voilà. Du coup, je sors la graphique qui tue, qui est la croissance en Allemagne. La locomotive, la puissante locomotive allemande, voilà l'évolution de la croissance dans les années 60, 70, 80. Voilà, je crois que voilà. Et depuis 10 ans, c'est quand même très intéressant. Les gens du Front National vont être furieux, mais voilà, tant pis pour eux. Là, si l'Allemagne a évité la récession sur les 10 dernières années, c'est parce qu'elle a accueilli 1 500 000 réfugiés syriens. Voilà. Ce sont les chiffres de l'INSEE allemande, d'Estatis. L'Allemagne avait 0,4 de croissance, 0,4 de croissance, et puis il y a eu 4 années de croissance plus forte. Pourquoi ? Parce que quand vous accueillez 1 500 000 réfugiés, c'est d'abord pour des raisons d'humanité, mais c'est aussi des gens qui apportent de l'énergie, de l'intelligence. Il faut les loger, il faut leur donner de quoi manger. Donc, et là, vraiment, dans mon dernier bouquin, je cite les rapports de l'INSEE allemande qui dit non, ce ne sont pas les exportations qui ont musclé la croissance, c'est les 20 milliards qu'on a mis pour faire des bâtiments pour les réfugiés, c'est de quoi les accueillir. Donc, s'il n'y avait pas eu les réfugiés syriens, l'Allemagne serait quasiment en récession depuis 7 ou 8 ans. Et je me souviens, il y a 18 mois, comme rapporteur du budget, j'allais souvent à Berlin avant le virus, et le patron de la Bundesbank, avant Noël 2019, Jens Weidmann, dit « Attention, l'Allemagne est en train de retomber en récession. » Voilà. Donc, miser sur la croissance, ça n'est plus possible, ça n'est pas sérieux. Et ce n'est pas souhaitable, selon certains économistes. Et ça n'est pas souhaitable dans une planète, vous avez raison, on a parlé du climat tout à l'heure, donc ça n'est pas possible, cet indicateur de PIB ne veut rien dire. Il y a 50 raisons de dire que la croissance n'est plus la solution, et qu'une croissance excitée fout en l'air la planète. Donc, la croissance n'est pas la solution, elle est une partie du problème. Comment créer des emplois sans croissance ? Évidemment, il faut éviter la récession. Quand on dit que la croissance ne reviendra pas, ça ne veut pas dire qu'on accepte la récession. Comment créer des emplois ? Il y a quand même plus de 5 millions d'hommes et de femmes à Pôle emploi en France, plus de 5 millions de chômeurs. Et parmi les jeunes qui ont entre 18 et 25 ans, beaucoup se demandent est-ce qu'ils auront la double peine, pas de boulot, et une planète qui part en vrille. Les deux grands leviers pour créer des emplois, c'est agir vraiment sur le climat. Rien qu'en France, on peut créer 900 000 emplois. Ce sont les chiffres de l'ADEME. Si on a un vrai plan pour l'isolation des bâtiments, les transports en commun, l'agriculture, la recherche. Il y a une campagne actuelle qui est menée pour les emplois 900 000, mais c'est les chiffres du ministère qui le disent. Ce n'est pas juste des ONG ou des gens comme vous et moi. Voilà. Mais le ministère dit oui, on peut créer 900 000 emplois nets, création nette d'emplois. Et puis, c'est la semaine de 4 jours. Il y a déjà 400 entreprises qui sont passées à 4 jours. Quand vous mangez des petites brioches de chez Pasquier, quand vous mangez un yaourt Maminova, quand vous mangez du jambon Fleury-Michon, c'est que des entreprises qui sont passées à 4 jours. Juste un dernier point sur le diagnostic, c'est les gains de productivité. C'est que ça, c'est l'évolution de l'efficacité du travail, les gains de productivité depuis 2 siècles. Vous voyez que depuis 40 ans, vous voyez la courbe, depuis 40 ans, on a fait plus de productivité que sur les 2 siècles précédents. C'est une double révolution. C'est d'un côté technologique, les robots et les ordinateurs. Partout, il y a des ordinateurs, partout, il y a des robots. Et puis, une révolution intellectuelle. Le nombre de jeunes qui font des études après le baccalauréat, le nombre d'étudiants a été multiplié par 7. On n'a jamais vu ça. En 30 ans, le nombre d'étudiants a été multiplié par 7. On a mis des milliards dans la formation continue. Donc, cette double révolution technique et intellectuelle fait qu'on produit beaucoup plus avec moins de travail. Pour l'efficacité de 1 heure de travail a été multipliée par 5. Voilà. Donc, ce n'est pas la fin du travail. Aux États-Unis, c'est Robert Reich. Je vous conseille de regarder les vidéos. C'est un mec génial, l'ancien ministre de Clinton, qui dit que la production industrielle sur le territoire a augmenté de plus 80%, mais le besoin de travail a baissé de 30%. Donc, soit on coupe 30% des effectifs,
et 30% des gens se retrouvent au chômage, soit Robert Reich dit on baisse le temps de travail sans baisser les salaires. Et c'est l'idée que déjà en 1993, on avait mis dans le débat en France, on a obtenu une loi qui a permis l'expérimentation, et donc il y a 400 entreprises qui sont passées à 4 jours, avec une idée très simple. Si l'entreprise passe à 4 jours et qu'elle crée 10% d'emplois, au moins des vrais emplois en CDI, elle arrête de payer les cotisations chômage. Et donc, chez Maminova, prenons l'exemple des yaourts et du gruyère Maminova, l'usine, ils sont tous passés à 4 jours, aussi bien le directeur de l'usine, les gens les ouvriers, les contremaîtres, les commerciaux, les gens de la comptabilité, ils sont tous passés à 4 jours, de façon souple, mais tous passés à 4 jours. Ils ont embauché 120 personnes, il y a eu 120 personnes embauchées en CDI, et l'entreprise arrête de payer les cotisations chômage. Donc l'intérêt pour les entreprises de faire ça, c'est la baisse des cotisations chômage. Oui, mais en même temps, il y a des baisses de cotisations que s'ils ont créé des emplois. Ça a été neutre pour la masse salariale. L'intérêt pour l'entreprise, c'est que c'est les salariés qui l'ont demandé. Là, chez Maminova, ce sont les salariés qui l'ont demandé parce qu'ils voulaient une meilleure qualité de vie. Passer à la semaine de 4 jours, c'est un jour par semaine où on ne va pas au boulot, un jour par semaine où on n'est pas dans les transports en commun, où on ne prend pas sa voiture, un jour par semaine où on peut être avec les gens qu'on aime ou faire du vélo ou aller à la piscine. Donc c'est d'abord en termes de qualité de vie. Et puis aussi, il y en a qui avaient des chômeurs et des chômeuses dans leur famille et qui se sont dit, si on peut effectivement créer 120 emplois en CDI, c'est pas plus mal. Et l'entreprise a accepté parce qu'elle a vu qu'elle n'augmenterait pas sa masse salariale et ça lui a permis de faire entrer des jeunes en disant oui, c'est un avantage si ça n'augmente pas la masse salariale et qu'on peut avoir 120 personnes. Et puis on a vu que l'absentéisme a reculé. Le médecin chez Maminova, c'est très concret. Le médecin du travail a fait un bilan à la demande des syndicats. Le médecin du travail a fait le bilan au bout de 2 ans. Et vous voyez que la qualité de vie, le fait d'avoir du temps pour vivre, d'avoir un jour de plus par semaine, fait que l'absentéisme recule, ce qui est aussi un avantage pour l'entreprise. Et si vous créez 120 emplois, ça fait évidemment moins de chômeurs. C'est pas mécanique, parce qu'il y a peut-être des gens qui étaient à l'université qui disent bah, si j'ai un bon boulot, je mets, ou des gens qui n'étaient pas comptés comme chômeurs. Mais en gros, on dit qu'il y a un effet d'appel, mais en gros, si vous créez 120 emplois, il y a 90 chômeurs de moins à payer par Pôle emploi. Donc Pôle emploi fait une grosse économie. Et c'est 120 personnes qui vont gagner leur vie, qui vont payer de la TVA, qui vont payer pour les cotisations, les caisses de retraite. Donc le bilan est équilibré. On a une démonstration de Patrick Artus, le directeur des études de la Caisse des dépôts, qui dit le système Larouturou est équilibré pour tous les acteurs des finances publiques. Et est-ce que c'est une mesure qui a été testée dans d'autres pays européens ? C'est en France que le débat était le plus important. Puis en Allemagne aussi, les syndicats demandaient la semaine de 4 jours. Mais le problème, c'est qu'avec les 35 heures en France, ça a un peu tué le débat. Pour être honnête, les 35 heures, vous savez qu'il y a eu 3 lois sur le temps de travail. Les 2 premières lois étaient très efficaces, c'était la loi de Robien et la première loi Aubry, qui à chaque fois disaient il faut une vraie réduction du temps de travail pour tout le monde et il n'y aura pas d'aide financière s'il n'y a pas des créations d'emplois. Avec la loi de Robien, il fallait au moins 10% d'emplois pour avoir des aides, avec la première loi Aubry, 6%. Mais le problème, c'est que dans la deuxième loi Aubry, le MEDEF avait gagné tout, en gros, puisqu'on pouvait rester en fait à 38 heures de durée réelle, la durée légale tombait à 35 heures, mais en vrai, on pouvait. Le patron de la CG, de toutes les PME de France, dans le Figaro, disait j'ai signé un accord 35 heures, mais en vrai, la durée est restée à 38 heures. Donc, si vous restez à 38 heures, vous n'allez pas créer d'emploi. Et hélas, le gouvernement avait accepté de mettre des baisses de cotisation très fortes, même si on ne crée aucun emploi. Donc, la deuxième loi sur les 35 heures a tué le débat. Et dans plein de pays d'Europe, les gens se sont dit mais on ne sait pas si c'est de la flexibilité, si c'est une avancée sociale ou plutôt un recul social. Sans parler de l'hôpital où c'était un bazar monstrueux, parce qu'on avait promis aux infirmières et aux aides-soignants qui pourraient passer à 35 heures, mais le ministère des Finances, pour faire des économies, il n'y a pas de mot poli pour dire à quel point c'était scandaleux comme attitude, mais le ministère des Finances a dit, surtout, on n'ouvre pas les écoles d'infirmières. Donc en même temps, on a promis aux infirmières et aux aides-soignants qui pourraient passer à 35 heures, mais le ministère des Finances dit, on n'ouvre pas les écoles d'infirmières, donc évidemment, on n'aura pas assez de gens qualifiés, donc c'est évidemment un bazar. Donc aujourd'hui, l'heure n'est pas finalement à la réduction du temps de travail. Si, pardon, au contraire, justement, c'est pour ça que la semaine dernière, en Espagne, le gouvernement vient de décider de mettre plusieurs dizaines de millions pour expérimenter, et on va envoyer nos exemples français aux Espagnols. Au contraire, c'est pas parce qu'il y a eu des erreurs. Il faut au contraire arriver à relancer ce débat. En Allemagne ou en Belgique, les syndicats relancent le débat sur la semaine de 4 jours. Les syndicats belges, la FGTB, ont sorti un petit document qui s'appelle « La semaine de 4 jours, 32 heures, le partage ou la barbarie ». Le partage ou la barbarie, et c'est clair. Ou bien on est capable de partager le travail et ça mènera à un partage des revenus meilleur. Si on a compris que le chômage plombe la négociation sur les salaires, si on crée 2 500 000 emplois en France, avec le climat et la semaine de 4 jours, ça va évidemment améliorer la négociation sur les salaires. La semaine de 4 jours, le partage ou la barbarie, c'est les syndicats belges qui disent c'est le moment de relancer la négociation. Et est-ce que c'est quelque chose qui peut se mettre en place à l'échelle européenne ?
On peut le faire déjà au niveau français. Typiquement, c'est... Pour vous, il faut commencer à l'échelle nationale avant. Oui, parce que, puisque c'est tout à fait possible. Vous voyez, Maminova est passé à 4 jours, alors que le concurrent, Yoplait, est resté à 40 heures. Mais c'est très concret. C'est que si l'entreprise passe à 4 jours, si on conditionne le fait qu'il n'y aura pas d'exonération s'il n'y a pas des embauches, mais par contre, s'il y a des embauches, il y a une exonération qui permet de ne pas abîmer l'entreprise. Je répète, il ne faut pas baisser les salaires, mais il ne faut pas que la masse salariale augmente. Parce que vous et moi, quand on fait nos courses, on regarde le prix des choses. Donc si Maminova avait embauché 15% de gens en plus, mais avait augmenté le prix du yaourt de 15%, on aurait tous dit c'est super, bravo Maminova, vous êtes géniaux, mais je prends Yoplait parce que Yoplait est moins cher. Donc on a un double objectif, ne pas baisser les salaires et ne pas augmenter la masse salariale. Et c'est possible en utilisant autrement l'argent des caisses de chômage s'il y a bien des créations d'emplois. Et donc, des créations d'emplois, ça fait baisser les dépenses de chômage et c'est plus de gens qui cotisent pour la Sécu et plus de gens qui cotisent pour les retraites. D'ailleurs, c'était l'occasion de faire passer un message à Bruno Le Maire. Je pense que Bruno Le Maire regarde Blast. Pour financer le climat, il faut taxer la spéculation. Et quand Bruno Le Maire nous dit qu'il faut faire une réforme des retraites, la meilleure réforme des retraites, c'est de créer des emplois. 900 000 emplois créés avec le climat, 1 600 000 emplois créés avec les 4 jours. Rien qu'avec ces deux idées, on peut créer 2 500 000 emplois. Et si vous créez 2 500 000 emplois, il y a un excédent des retraites. Donc il y a deux façons d'arriver à l'équilibre. Je répète pour Bruno Le Maire, il y a deux façons d'arriver à l'équilibre des retraites. Soit on rabote et on fait baisser le niveau de vie des retraités, alors qu'il y en a plein qui dépensent tout ce qu'ils peuvent et qui ont du mal même à aider leurs enfants ou leurs petits-enfants. Donc c'est un équilibre comptable et les gens seront furieux et on va bloquer le pays. Soit on se dit on ne baisse pas les retraites, au contraire, on augmente le nombre de gens qui cotisent et ça c'est la seule vraie réforme des retraites. Et c'est aussi pour ça qu'il faut que la gauche gagne l'année prochaine. Je ne suis pas sûr que Bruno Le Maire change d'avis, donc il faut que ce soit l'une ou l'un de nous qui soit ministre du Travail l'année prochaine. Écoutez, merci beaucoup Pierre Larrouturou d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'est la fin de cet entretien. Si vous avez apprécié cet épisode, vous pouvez le partager sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube de Blast, à nous suivre sur les différents réseaux comme Facebook, Twitter et Instagram. Et moi, je vous dis à bientôt.